Hashtag le podcast vous souhaite la bienvenue. Alors on va parler aujourd'hui d'un sujet qui anime évidemment souvent les conversations, ce sont les rémunérations. Chaque année, le cabinet de recrutement Robert Half publie son guide des salaires qui, outre livrer de précieuses informations sur les rémunérations, éclaire également les tendances en matière de recrutement. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Joël Poilvache, directeur de Robert Half pour Bruxelles, la Wallonie et le Luxembourg. Bonjour Joël. Bonjour Christophe. Alors, premier renseignement majeur de votre enquête, la stabilité de l'emploi apparaît aujourd'hui plus importante qu'obtenir un meilleur salaire. Comment est-ce qu'on explique cette réalité alors que finalement il existe de nombreuses opportunités sur le marché du travail et on pourrait donc imaginer que gagner plus sans prendre beaucoup de risques serait une opportunité pour les candidats. Mais c'est vrai que notre étude montre qu'en effet, plus de 50% des employés privilégient la stabilité, la sécurité d'emploi par rapport à un meilleur salaire. Je crois que 32% refuseraient même de changer pour un meilleur salaire. Maintenant, il y a un peu des différences générationnelles. C'est vrai que la génération Z, par exemple, les plus jeunes, qui sont peut-être aussi encore en plein développement de leur installation familiale, etc., privilégient quand même un peu plus le meilleur salaire par rapport à la sécurité de l'emploi. Ils sont sur un autre stade. Mais globalement, c'est intéressant. Je ne dirais pas que c'est très étonnant par rapport à une période un peu plus incertaine aussi dans le marché aujourd'hui. Certains employés ont peut-être un peu, vu l'incertitude géopolitique, économique qu'on vit aujourd'hui, de perdre leur emploi. Une peur qui est peut-être injustifiée à nos yeux, au sens où le marché reste malgré tout demandeur de talents. Et je dirais, il n'y a pas d'annonce d'énormes vagues de licenciements à venir. Donc je pense que, même s'il y a des exceptions bien sûr, notamment dans le secteur manufacturier ou dans l'automobile, on a vu certains exemples, mais je dirais que voilà, je crois que c'est fort lié à l'incertitude aujourd'hui dans le marché. Maintenant, ça ne veut pas dire que le salaire n'est pas important. Le salaire reste quand même un facteur déterminant par rapport au changement d'emploi, ou en tout cas la motivation pour changer d'emploi. Donc je crois que les entreprises ont tout intérêt à, malgré tout, bien soigner leur politique de rémunération et s'intéresser de près aux attentes de leurs employés. Justement, quels seraient vos conseils alors aux employeurs au vu de cette priorité donnée à la stabilité? Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler à ces politiques de rémunération comme vous l'avez dit, mais globalement, on a l'impression que les Belges sont plutôt satisfaits de leur salaire. Mais une majorité de Belges est satisfaite de son salaire aujourd'hui. Maintenant, c'est une courte majorité, donc, et en plus, il faut entretenir cette satisfaction malgré tout. Et donc, effectivement, clairement, c'est important pour les sociétés de s'intéresser de près à leur politique de rémunération. Et je dirais, l'important, c'est d'en avoir une qui soit effectivement claire, transparente et bien communiquée. Non seulement bien communiquée de manière globale aux employés, mais aussi de manière très individuelle. Je pense que si on voit de plus en plus de demandes des employés d'avoir une approche un peu plus individualisée de leur package de rémunération, bon, bien sûr, il y a des choses qui sont standards et que la société ne peut pas individualiser, mais de plus en plus, les plans de revenus flexibles, les plans cafétéria sont appréciés dans les entreprises parce que ça permet à chaque employé, je dirais, de faire évoluer son package de rémunération par rapport à ses besoins au fur et à mesure que sa carrière et sa vie familiale ou privée évoluent. Donc je pense que c'est clairement ce côté individualisation, clarté de la politique, communication de la politique, aussi je dirais une attention particulière aux avantages extralégaux qu'on peut offrir certainement en Belgique aussi, à côté de la rémunération fixe. Il y a des possibilités nouvelles, des attentes nouvelles des employés sur certains avantages extralégaux, et puis la flexibilité aussi qu'on peut offrir en matière encore de travail hybride. Aujourd'hui, on en parlera peut-être plus tard. Et effectivement, la diversification des avantages qu'on retrouve dans ces plans flexibles a aussi un rôle, j'imagine. On sait qu'on peut maintenant notamment
intervenir dans le remboursement d'un prêt hypothécaire ou de son loyer. C'est quand même assez intéressant. Tout à fait. Je crois que dans le cadre de la mobilité, hein, la voiture de société est un avantage qui a toujours été extrêmement apprécié et distribué en Belgique. Mais c'est vrai que ce plan mobilité qui permet de remplacer l'avantage voiture par un plan de mobilité qui permet effectivement, en plus d'optimiser ces remboursements de prêts hypothécaires dépendant un petit peu de l'éloignement qu'on a de son lieu de travail, est tout à fait intéressant. Et on en voit de plus en plus, surtout dans les grandes villes, d'employés qui choisissent d'avoir plutôt ce plan de mobilité qu'une voiture de société. Alors justement, un benchmark comme celui que vous publiez, en quoi est-ce qu'il peut être utile aux collaborateurs d'une part et puis aux employeurs de l'autre? Comment l'utiliser concrètement pour se positionner ou pour améliorer sa stratégie de rémunération? Et comme vous le disiez en début de podcast, ça fait longtemps et chaque année qu'on publie notre guide. Ça fait plus de 20 ans en fait qu'on publie notre guide chaque année, et avec une méthodologie qui est toujours la même et qui est assez pointue au sens où on analyse tous les entretiens et tous les placements qu'on fait sur une année, et c'est plusieurs milliers d'entretiens et de placements dans les différentes spécialisations. Et on combine ça avec une étude auprès de 1500 répondants, 1000 employés, 500 employeurs. Et ça nous permet alors de dégager une vue du marché qui est très concrète et très précise finalement par rapport à la manière dont le marché évolue au cours de l'année précédente, mais aussi ce que nous projetons pour l'année en cours, ou l'année à venir plutôt. Donc c'est vrai que ça permet aux entreprises de s'appuyer sur un benchmark assez concret par fonction, par région, et aussi nous organisons ça sous forme de percentile, c'est-à-dire que ça permet aussi d'évaluer en fonction du niveau d'expérience dans une fonction précise, quel niveau de rémunération doit être alloué aux employés, en tout cas est de vigueur dans le marché aujourd'hui. Donc c'est vrai que les entreprises attendent ça beaucoup. Nous faisons énormément de rencontres pendant cette période des guides des salaires auprès de nos clients pour les informer des évolutions en fait, et ça leur permet peut-être d'optimiser leur politique de rémunération en conséquence, s'ils ont bien sûr les moyens de le faire. C'est pas toujours le cas. Ah, ouais. Alors, quels seraient les 3 enseignements qu'on peut ressortir de cette édition? Mais une chose qui est intéressante, à côté bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les salaires, mais je dirais que ce qui est intéressant, c'est de noter toujours une certaine tension entre ce que les employeurs peuvent allouer comme rémunération aux employés et la manière dont les employés perçoivent aussi ce dont ils pensent avoir droit. Et donc, au niveau des employeurs, on a été confronté à des coûts supplémentaires assez importants ces quelques dernières années, prix de l'énergie, prix des matières premières, l'index en Belgique qui a poussé les entreprises aussi à déjà augmenter leur salaire, mais d'une manière un peu obligée. Et donc, la marge que les employeurs voient pour accorder des augmentations salariales, par exemple, est très faible aujourd'hui. Là où les employés ont une perception un peu différente, pour eux, l'index est un acquis, et en fait, plus de 25% estiment avoir droit à une augmentation chaque année, au-delà de l'index, et pour la plupart, les augmentations vont aussi être liées à, je dirais, à des acquisitions de compétences plutôt que des performances de résultats très, 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 très spécifiques. Et donc, je dirais, ça, c'est une tension qu'on remarque sur le marché. Également des attentes différentes entre les employeurs et les employés sur le travail hybride. Et là où les employeurs, pour l'instant, font un chemin plutôt de retour au bureau pour beaucoup, les employés, eux, se voient plus malgré tout rester en travail hybride. Et puis, je crois qu'il y a aussi une chose positive, c'est l'attitude vis-à-vis de l'automatisation au sein des entreprises. Les employeurs sont de plus en plus intéressés à aller plus vite au niveau de l'automatisation. Plus de 90% comptent investir encore plus dans leur automatisation. Et ce qui est intéressant, c'est que les employés
ont une vision plus positive maintenant de l'automatisation par rapport aux possibilités que ça peut leur offrir de réduire les tâches répétitives et d'utiliser plus leur créativité, leur esprit critique et leur capacité d'analyse. Et sur cette remise en cause du travail hybride, justement, est-ce que c'est quelque chose qu'on constate aussi en Belgique? C'est vrai qu'on a entendu pas mal de bruit aux États-Unis, de grandes entreprises américaines qui font des marches arrière assez spectaculaires. On sent que ça bouge aussi un petit peu en France. En même temps, en Belgique, on se dit qu'au niveau télétravail, on était quand même déjà peut-être un point en avance avant la crise du Covid. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui se sent chez nous? Oui, je dis ça se sent chez nous, certainement dans la complexité de l'équation pour les entreprises. Ça reste un sujet très très d'actualité au sein des entreprises. C'est vrai qu'il y avait un peu de mouvement vers le télétravail, je dirais, en Belgique, peut-être un peu plus qu'ailleurs avant le Covid, mais c'est surtout le Covid qui a évidemment ouvert grand les portes par rapport au travail hybride. Et c'est vrai que les entreprises aujourd'hui, pour diverses raisons, aimeraient revoir leurs employés plus souvent au bureau, pour beaucoup. C'est pas pour toutes, pour beaucoup. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine tendance vers cette évolution. Je crois que 50% des entreprises ont déjà demandé des jours obligatoires au bureau et 25% de plus comptent le faire en 2025. Donc c'est vrai qu'il y a une tendance quand même assez forte à ce niveau-là. Maintenant, ça reste complexe parce que les entreprises, bien sûr, doivent expliquer pourquoi elles veulent faire cette démarche. Et c'est pas toujours compris de la même façon par les employés qui, pour 60% d'entre eux, se disent plus productifs en pouvant bénéficier de télétravail. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans cette équation complexe pour les entreprises. Et je pense que ça va pas mal évoluer en 2025. Je serais curieux de voir fin 2025 où on en sera à ce niveau-là. Très bien. Alors on le sait, la transparence en matière de rémunération va être à l'agenda des employeurs dans les mois, les années à venir avec la nouvelle directive européenne. Ça ne devrait que finalement renforcer une tendance qu'on voit que les gens parlent de plus en plus facilement de leur salaire. Parler de la rémunération est moins un tabou que ça ne l'a été. Et probablement plus chez les jeunes aussi. Quels sont les conseils que vous donneriez aux employeurs dans ce nouveau contexte à la fois poussé par la réglementation et poussé par des évolutions sociétales qu'on constate? Tout à fait. Mais il faudra voir comment, évidemment, la directive est transposée en droit belge. Je vois que les sociétés... on a jusque 2026 pour transposer ça dans le droit belge. Mais c'est vrai qu'il y a... en tout cas, quelques conseils qu'on peut donner aux entreprises, c'est certainement, s'il ne s'était pas encore fait, de clarifier leur politique de rémunération, de faire en sorte aussi qu'elle soit juste, équitable. La directive à la base est aussi là pour réduire le gap salarial entre hommes et femmes. Mais globalement, je dirais, il doit y avoir une politique de rémunération juste, claire, expliquer aux employés quels sont les critères pour pouvoir bénéficier d'une augmentation ou d'une promotion, quels sont les benchmarks et les ranges salariaux qu'on a par fonction, en fonction de son expérience, de son ancienneté. Et donc tout ça doit être clarifié si ce n'est pas encore le cas au sein des entreprises. Je crois que l'idée sera aussi de pouvoir justifier des écarts possibles de rémunération pour la même fonction entre employés, parce qu'il y en aura encore. Il y a toujours des employés qui seront peut-être plus performants que d'autres. Et donc, je crois que l'idée de cette politique de transparence sera aussi pour les entreprises d'organiser cette communication aux employés pour être certain que il n'y a pas des frustrations au sein de l'entreprise et au sein des différentes catégories de fonctions. Je crois aussi que dans le cadre de l'attraction de nouveaux talents, il sera important de faire état dès le départ de cette politique de rémunération. D'ailleurs, les sociétés seront obligées aussi d'afficher la tranche de rémunération dans laquelle ces fonctions qu'ils désirent recruter va s'inscrire. Et très certainement aussi, ça c'est plus par rapport aux
au processus de sélection, je dirais que les entreprises fassent leur meilleure offre dès le départ aux employés pour être sûr d'avoir d'être prise au sérieux et d'avoir aussi, je dirais, un gain de temps pour toutes les parties, finalement. Alors, on l'a dit, le salaire n'apparaît plus forcément comme la priorité, mais bon, restons de bon compte. Tout le monde apprécie de recevoir une revalorisation. Vous l'avez effleuré, les augmentations ne sont pas considérées du même œil par les employeurs et par les travailleurs aujourd'hui. Expliquez-nous peut-être un peu plus en détail cet enseignement de l'enquête. Mais oui, mais c'est un peu ce que j'évoquais un tout petit peu plus tôt dans notre entretien. Les entreprises veulent augmenter les employés en fonction de leur performance et de leur contribution concrète aux résultats de l'entreprise. Ça, c'est une donnée, que l'économie soit bonne ou mauvaise. C'est un peu la philosophie des entreprises, globalement. Maintenant, dans une économie un peu moins bonne, elles ont aussi moins de moyens pour attribuer des augmentations. Et donc, ça limite peut-être encore plus le spectre dans lequel elles peuvent les donner ou le nombre d'employés auxquels elles peuvent les donner. Là où, au niveau des employés, la perception est, je contribue, j'ai le sentiment en tout cas de contribuer, je travaille dur, parfois effectivement dans des équipes qui sont un peu moins nombreuses parce que la société a décidé de ne pas recruter très très vite. Et donc, j'estime avoir droit à mon augmentation, surtout que j'en ai peut-être pas eu l'année passée, qu'on a eu un index important en 2023, j'ai peut-être pas eu d'augmentation en 2024. Donc maintenant, je suis demandeur, quoi. Et donc, il y a cette tension, cette différence de perception entre les employeurs et les employés par rapport à ce besoin d'avoir ou de donner une augmentation. Oui. Alors quand on est collaborateur et qu'on veut soit demander une augmentation ou une promotion, on n'est pas tous égaux les uns avec les autres. Certains sont peut-être plus volubiles, plus à l'aise avec ce type de sujet, d'autres peut-être plus timides. Comment faire justement pour aborder le sujet avec son employeur ? Tout à fait. C'est vrai qu'on n'est pas tous égaux à ce niveau-là, mais il y a quelques petites choses qu'on peut faire. C'est en tout cas bien se préparer, c'est-à-dire bien connaître les critères que l'entreprise va utiliser pour évaluer les performances, être capable aussi de communiquer de manière positive sur sa contribution personnelle, et je dirais aussi bien choisir son moment. Au sens où il faut savoir aussi quand les périodes de révision des salaires se font au sein des entreprises. C'est souvent peut-être une fois par an que les sociétés ont la possibilité de revoir les rémunérations et de se dire qui mérite une augmentation. Donc il vaut mieux pouvoir avoir cette conversation en amont, évidemment, quelques semaines, quelques mois en amont de cette période de révision, que juste après, où c'est peut-être un peu trop tard. Et aussi, peut-être aussi, bien choisir son moment, au sens où il y a des périodes où on aura peut-être été plus performant que d'autres. Et c'est peut-être bien aussi de choisir le moment où on a peut-être achevé un projet avec succès ou contribué au résultat de manière encore plus significative pour aller parler à son employeur du fait qu'on mérite une augmentation. Oui. Et on voit aussi qu'on dissocie peut-être de plus en plus la discussion salariale de l'évaluation et du développement des personnes. C'est vrai. Et je crois que c'est aussi dans l'intérêt des entreprises de peut-être faire cette dissociation au sens où il n'y a pas toujours la possibilité de donner une augmentation. Par contre, il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire par rapport à un employé méritant au niveau formation, apprentissage, peut-être responsabilité supplémentaire ou évolution horizontale au sein de l'entreprise. Les employés ont aussi un grand souci de conserver leur employabilité au fil des années, au fur et à mesure que leur carrière évolue. Et certaines entreprises qui n'ont peut-être pas les politiques de rémunération les plus optimales arrivent malgré tout à retenir leur personnel très longtemps parce qu'elles ont non seulement toutes ces possibilités de formation, d'apprentissage, de développement professionnel et personnel, et aussi une culture d'entreprise qui est positive. Et donc ça, je crois que c'est aussi quelque chose auquel toute entreprise peut
participer, évoluer, c'est sa culture, faire évoluer sa culture d'entreprise vers une culture dans laquelle on se sent bien, dans laquelle les gens sont aussi pas mal en recherche d'autonomie. Est-ce qu'on peut combiner autonomie, flexibilité et performance. Je crois que la culture d'entreprise est quelque chose de très important aussi aujourd'hui par rapport à la rétention des employés. Oui, c'est ça, parce que l'employeur, finalement, qui n'aurait pas les budgets pour répondre aux demandes d'augmentation, finalement, peut jouer sur le fait que la reconnaissance peut prendre des formes différentes. Tout à fait. Okay. Alors l'enquête qui a été menée pour la réalisation du guide des salaires nous apprend encore que plus de 7 employeurs sur 10 auraient tendance à accorder des promotions plus rapidement aux employés qui sont physiquement présents au bureau qu'à leurs collègues qui travaillent à domicile. Alors ça, c'est quand même assez interpellant. Est-ce que ça veut dire qu'on est encore loin d'une maturité en matière de travail hybride? Quels seraient vos conseils justement pour progresser sur le sujet? C'est vrai que l'étude montre que 70% des employeurs attribuent ou attribueraient une promotion plus rapidement aux employés qui sont plus souvent au bureau. Alors, notre interprétation est aussi que ces employés sont plus visibles, ils sont plus en contact probablement avec leurs collègues, avec la direction. Il y a une communication plus régulière en face à face avec les collègues, avec les managers. Et on sait que l'impact de la communication en face à face est toujours plus important que l'impact d'une communication qui se ferait uniquement par visio ou par écran. Donc, étonnant et puis non. Maintenant, c'est vrai que la perception des employés est différente. Aujourd'hui, puisque 40% disent aussi, près de 40% en tout cas, disent aussi que ils ne sont pas intéressés par une promotion s'ils doivent renoncer au travail hybride. Il y en a même 15% qui disent qu'ils quitteront l'entreprise si on les force à revenir plus souvent au bureau. Donc on en revient aussi un petit peu, ça c'est pour le côté promotion, mais par rapport au travail hybride, c'est vrai qu'on en revient un petit peu à cette différence de point de vue finalement entre employeurs et employés, et on ne peut que conseiller aux employeurs qui désirent voir leurs employés plus souvent au bureau, non seulement d'expliquer pourquoi, ça peut être aussi pour un renforcement de la culture, ça peut être aussi lié à un travail d'équipe qui demande plus d'échanges, et donc là je crois aussi que c'est important pour les entreprises de pouvoir discriminer entre les fonctions qui ont plus besoin d'interagir ensemble et les fonctions qui ont plus besoin de travailler seules de leur côté et qui ont peut-être plus de possibilités de travailler encore beaucoup de chez elles. Mais ce qui est surtout important, c'est de voir pour les entreprises où les employés, les équipes sont-elles les plus performantes finalement. Et quand on voit que 60% des employés se disent plus performants s'ils ont la possibilité de travail hybride, je crois que pour rester compétitifs dans le futur, je crois que la plupart des entreprises vont devoir garder un certain niveau de travail hybride. Maintenant, est-ce que c'est 1 jour par semaine chez soi, 2 jours par semaine chez soi et le reste au bureau? Ça, c'est lié à chaque entreprise, à chaque secteur d'activité, à chaque, je dirais, peut-être besoin de travailler en équipe ou pas. Et je pense aussi que dans le cas de ce retour au bureau, c'est important pour les entreprises de garder une approche flexible. Une approche flexible, on connaît le trafic à Bruxelles ou à Anvers par rapport à des heures d'arrivée, des heures de départ pour éviter peut-être dans le pic des bouchons, garder aussi une certaine flexibilité et une bienveillance par rapport à des employés qui ont des besoins plus spécifiques par rapport à des gardes d'enfants, de parents ou autres, et aussi peut-être y aller progressivement avec une certaine période de transition, parce que les gens se sont organisés autour du travail hybride, et puis pour repasser dans un travail où on demande à être plus au bureau, pouvoir se réorganiser. Et donc je crois qu'il y a aussi une transition qui est nécessaire. Mais c'est quand même une évolution qui peut paraître un peu étonnante, parce que quand on entend les DRH, beaucoup ne jurent que par autonomie, responsabilisation, confiance. Et quand on voit cette statistique par rapport aux promotions, on peut quand même s'interroger justement sur comment placer le curseur par rapport à cette question du travail hybride, notamment dans le cadre de l'attraction et de la fidélisation des talents. Ça pose quand même un certain nombre de questions. Tout à fait, et je crois que je ne sais pas si c'est tellement lié à la confiance que les entreprises ont dans leurs employés, parce que je pense que
notamment au pic du Covid en 2020-2021, où tout le monde était 5 jours sur 5 chez soi, la plupart des entreprises ont bien fonctionné. Et donc, je crois que les employeurs se sont rendus compte aussi, si ce n'était pas encore le cas, qu'on pouvait faire confiance à son staff pour être productif chez soi. Maintenant, je crois que c'est plus lié aussi à au maintien de la culture d'entreprise. C'est beaucoup plus difficile aussi à maintenir avec des employés qui sont dispersés, qui ne sont jamais ensemble ou pas souvent ensemble. Je crois que ça joue beaucoup dans le retour au bureau demandé par les entreprises. Ouais. Alors, pour conclure, peut-être, on le sait, la situation actuelle, la conjoncture est teintée d'incertitudes, que ce soit au plan politique, au plan économique, au plan géostratégique aussi. On pourrait se dire alors que les employeurs pourraient être tentés de réduire un peu la voilure en matière de recrutement. On lit aussi beaucoup de choses sur les développements de l'intelligence artificielle qui remplacerait petit à petit un certain nombre de profils dans les entreprises. Comment est-ce que vous voyez cette année 2025 en termes de recrutement? Comment sont les perspectives? Alors, c'est vrai qu'il y a de l'incertitude dans le marché. On en parlait un petit peu juste avant ce podcast. Malgré tout, les perspectives de croissance économique en Belgique, en Europe, sont légèrement supérieures à 2024. Pour 2025, l'inflation devait être un peu moindre aussi. Les taux d'intérêt ont baissé un peu en Europe, aux États-Unis. Donc il y a des facteurs favorables. Maintenant, il y a l'incertitude, notamment l'arrivée du nouveau président américain en place. Qu'est-ce que ça va donner sur nos économies? Et aussi pour la Belgique, qui est un pays d'exportation, comment vont performer nos voisins, nos grands voisins, la France, l'Allemagne et l'Angleterre, qui nous sommes un partenaire commercial important, mais aussi dépendant. Donc, il y a de l'incertitude à ce niveau-là, incertitude géopolitique, on ne doit pas revenir dessus. Malgré tout, je dirais le marché est demandeur de talent. Beaucoup d'entreprises ont un petit peu postposé, vu l'augmentation de leurs coûts sur les 2 dernières années, des engagements parfois clés. Et donc, je ne dis pas qu'ils vont pouvoir, tout d'un coup, en 2025, je dirais, ouvrir les robinets. Mais on s'attend malgré tout, avec un petit peu de vent dans les voiles au niveau économique, à ce que le marché se libère un petit peu au niveau de la demande. Et par rapport aux candidats qui ont été, je dirais, un petit peu plus averses au risque en 2024, là aussi, on pense que rester assis sur sa chaise quand on a envie de bouger, ça peut durer un certain temps, mais pas pendant des années. Et donc, là aussi, on pense que le marché, côté candidat, va se libérer un peu plus en 2025. Donc, je dirais, on n'attend pas un boom du marché comme on a pu avoir en 2022, par exemple, un rattrapage du Covid. Mais on attend quand même un marché un peu meilleur. Et là où les entreprises, je dirais, ne pourront peut-être pas encore engager de manière permanente des employés, elles devront probablement, je dirais, faire appel à de la consultance ou de l'intérim. Et donc, on sera là pour les aider. Et par rapport à l'intelligence artificielle, on ne doit pas encore tout de suite s'attendre à ce que l'humain soit remplacé, je pense. Non plus. Je pense que, on en parlait un tout petit peu en début d'entretien. C'est vrai que les entreprises continuent à investir de plus en plus fort dans l'intelligence artificielle, dans l'automatisation de manière générale. Je crois que 40% des employés aujourd'hui utilisent déjà l'intelligence artificielle dans leurs fonctions de manière régulière. Et donc, ils ont aussi une vue plus positive sur l'arrivée de l'intelligence artificielle dans leur entreprise, dans leurs fonctions. Ils voient l'intérêt de supprimer des tâches répétitives pour utiliser plus leur capacité d'analyse et leur esprit critique. Et les entreprises, elles, de leur côté, voient le côté productivité que l'intelligence artificielle peut leur apporter et leur apporte déjà concrètement dans certains cas. Donc je pense que tout ça va aller dans le bon sens. Maintenant, certaines fonctions vont malgré tout probablement être amenées à disparaître ou à diminuer, mais d'autres se créent. Et surtout, je dirais, dans les fonctions où il y a pas mal de tâches répétitives, on va pouvoir aller plus loin dans les responsabilités, plus loin dans la valeur ajoutée finalement de ces fonctions grâce à la suppression de ces tâches répétitives par l'intelligence artificielle. Donc je pense que
ce sera intéressant, bien sûr, ça va de plus en plus vite, mais il y a beaucoup de perspectives positives. Très bien, et c'est vrai aussi pour les fonctions RH finalement. Certainement vrai aussi pour les fonctions RH, où là aussi le facteur humain, dans les RH, ça parle un peu de soi, mais l'interaction humaine directe reste fondamentale pour qu'il y ait une prise de décision qui se fasse. Joël Poilvache, merci beaucoup pour ces échanges très enrichissants. Merci beaucoup.